Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous proposé par la Fédération CFDT Santé Sociaux. Je suis Guillaume Duic, je suis secrétaire fédéral Santé Sociaux et j'animerai ce webinaire avec mon collègue Norbert Marteau, également secrétaire fédéral qui sera à la technique. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est l'environnement numérique de travail. À l'heure de l'activité via les réseaux sociaux, la place grandissante de l'intelligence artificielle au sein de nos établissements et nos structures, intéressons-nous d'abord à l'utilisation des outils numériques à notre disposition et leur impact sur les fonctions, le management, l'encadrement et la qualité de vie et les conditions de travail. Alors pour en parler, nous avons trois invités aujourd'hui. Tout d'abord, Loïc Martin. Loïc Martin, vous avez un parcours dense puisque vous êtes infirmier, cadre de santé et aujourd'hui maître de conférence en sciences infirmières à l'UFR Santé de l'Université de Rouen-Normandie. Et vous avez consacré votre thèse sur le niveau d'utilisation de l'environnement numérique de travail chez les cadres de santé de proximité. Nous verrons d'ailleurs que ce travail intéressera aussi bien nos collègues cadres dans les établissements en santé sociaux ou toute personne en tout cas qui a l'habitude de travailler au quotidien avec un environnement numérique de travail. Vous nous apporterez donc votre éclairage sur les atouts, les freins actuels que vous avez pu rencontrer avec les cadres de santé autour de votre étude. Ensuite, nous aurons la chance d'accueillir Elia Beltramoni. Vous êtes directrice d'établissement santé sociaux, médico-social, pardon. Vous nous parlerez de votre expérience au sein d'un établissement. Vous avez mis en place un nouveau logiciel au sein d'un espace numérique de travail et vous nous parlerez de l'importance du travail en équipe et du rôle du directeur. Enfin, nous aurons donc Jérôme Chemin, qui est secrétaire général adjoint de la CFDT Cadre. Jérôme, vous êtes en charge du dossier numérique et vous avez participé à la commission Mettling qui a remis le rapport Transformation numérique et vie au travail. Vous nous rendrez compte notamment des revendications et des propositions de la CFDT Cadre. Nous aurons également en duplex un cadre de santé qui sont un peu témoins, Stéphane Dubu, qui est cadre de santé dans l'établissement psychiatrique dans le nord de la France. Cadre supérieur de santé, pardon. Nous sommes donc en direct sur la plateforme Wimeo. Vous avez la possibilité de réagir en direct. Je vous invite. Je relayerai vos questions. N'hésitez pas, on partagera vos commentaires, vos questions à nos invités. Je vous rappelle également que ce webinaire restera disponible en replay, alors n'hésitez pas à le partager. Loïc, c'est à vous. Ok, je vous remercie déjà de m'avoir invité pour ce sujet qui est plutôt un sujet d'actualité. Donc, je vous ai juste fait une petite présentation malgré tout. Comme vous l'avez dit, je suis infirmier, cadre de santé, cadre supérieur de santé, et là, assez récemment, maître de conf en sciences infirmières. Et puis, j'ai aussi quelques casquettes en formation, puisque je fais de la classe inversée depuis à peu près une dizaine d'années. Et j'ai été formé par Maëla Paul et Patrick Robot à l'analyse des pratiques professionnelles il y a quelques temps. Et puis, j'ai écrit un livre aussi sur le raisonnement clinique qui est destiné aux étudiants infirmiers et puis aux tuteurs, qui permet de rendre un peu plus ludique le raisonnement clinique infirmier. Et je suis membre du comité de rédaction de la revue Soins Cadres, qui est une revue destinée aux cadres et aux directeurs de soins. Tout à fait. Et membre expert du site managersanté.com également. Voilà, pour vous donner un petit point. Et puis, je ne vais pas détailler tout ce qui est sur la diapositive, mais comme c'est un webinaire enregistré, vous aurez la possibilité de le voir. Juste pour vous montrer un peu comment je vais présenter mon point de vue, c'est parler d'abord de la contextualisation et de la problématique initiale un peu issue de mon travail de recherche finalement. La question de recherche, quelle méthodologie j'ai utilisée pour montrer un peu la dimension scientifique de l'approche. La présentation vraiment de quelques résultats, puisque la thèse fait 450 pages, donc en une vingtaine de minutes, c'est un peu compliqué de tout présenter. Présenter un peu l'analyse et la discussion, et puis surtout revenir sur des propositions et des recommandations qui me semblent intéressantes pour les cadres, mais aussi pour les top managers et les directeurs des établissements de santé. Voilà, et puis je ferai une conclusion notamment sur une réflexion sur l'approche écosystémique, puisqu'il me semble que parler que du numérique sans parler de l'environnement et des acteurs qui sont intégrés dedans, c'est plutôt problématique. Voilà comment je vais fonctionner. Donc en fait, initialement, en tant que cadre et puis en tant que cadre supérieur de santé, j'ai observé depuis pas mal d'années, puisque je travaille depuis 1999 dans la fonction publique hospitalière, et j'ai observé au fil de l'eau l'usage ou l'utilisation du numérique en fait, principalement chez les cadres de santé et chez les étudiants cadres. Et puis en 2018, j'ai mis en place, avec mes collègues de l'IFCS du CHU de Rouen, une étude systématique sur les compétences ou le niveau bureautique des étudiants cadres à l'entrée en formation. Et j'ai
pu observer qu'il y avait quand même un usage plutôt médian des solutions bureautiques qui était essentiellement centré sur Word et PowerPoint. Et on verra que les autres solutions sont finalement très peu avancées. Et puis, voilà, ça m'a surpris sur des dimensions collaboratives où le cadre, logiquement, peut facilement travailler avec des démarches collaboratives et que finalement, c'était soit inconnu, soit très peu utilisé, voire avec un peu de crainte derrière. Donc, je me suis posé un premier questionnement initial, c'était dit quel est le niveau finalement d'utilisation du numérique de manière assez simple chez les cadres de santé, mais dans leur pratique managériale. Et puis, ça tombait bien, puisque au moment où j'ai fait ma thèse, c'était en plein dans la loi de santé de juillet 2019 et le titre 3 qui impactait essentiellement le numérique sur cette loi de santé. Donc, au niveau de la vie privée, je ne vais pas revenir sur un cadrage théorique, ce n'est pas le but, mais il est quand même montré que le numérique est considéré comme la troisième révolution actuelle de l'ère moderne, et que la réalité est quand même reconfigurée avec l'usage du numérique, et que le numérique modifie aussi nos usages. Sur le champ professionnel, je vous l'ai dit un petit peu en introduction, donc il y a eu la loi du 24 juillet 2019 avec le titre 3, Développer l'ambition numérique en santé, qui met en avant certains éléments. Et puis il y a eu le Ségur du numérique avec quand même un investissement de 2,1 milliards d'euros sur le numérique en santé. Et certains auteurs aussi dans le champ professionnel expliquent qu'on peut être dans un bouleversement des organisations en utilisant le numérique en santé. Alors de manière un peu provocatrice, j'ai pris une belle Golf et puis une vieille Golf des années 80, et puis en fait le prescrit et les attendus c'est plutôt la belle Golf, et puis la réalité d'usage et d'appropriation, on va dire que c'est plutôt l'ancienne Golf finalement. Et j'ai repris un peu des textes soit des textes législatifs, soit des rapports sur le sujet. Et puis on voit dès 2017 que les promesses du numérique doivent être saisies par les professionnels de santé. Le rapport en 2019 sur la direction interministérielle des transformations publiques précise qu'on doit être les ambassadeurs d'une culture numérique. Et plus inquiétant, le rapport de Singly, qui est quand même un rapport important, notamment à l'époque pour les faisant fonction de cadre de santé dans les services et les services de santé. L'idée, c'est que le numérique devait alléger les tâches quotidiennes. C'était en 2009. Et puis, en 2019, à nouveau, sur le même rapport interministériel, l'idée, et Guillaume, tu en as parlé dans ton introduction, c'est que finalement, l'intelligence artificielle doit être un appui à la décision, au pilotage de l'activité avec des indicateurs de performance via donc l'intelligence artificielle. C'était en 2019, aujourd'hui en 2023, on peut quand même se poser des questions légitimes sur ces prescriptions. Et la réalité, en fait, on voit qu'elle est bien différente, puisque dans le peu d'articles ou le peu de publications sur le sujet chez les cadres de santé à l'hôpital, finalement, on est sur de l'utilisation de matériel bureautique. Très simplement. Ma grosse colère de 2020, c'était que quand il y a eu la fiche RNCP avec la création des activités et des compétences chez les cadres, on a repris le travail qui avait été fait avec la DGOS et les organisations associatives type CEFIEC. Et il y avait un premier travail qui avait été fait qui n'a pas abouti en 2012, et on a fait du copier-coller 2012-2020. Est-ce qu'en 2020, la notion de compétence numérique n'aurait pas pu être intégrée dans le référentiel de compétences? Je pense je suis intimement persuadé que oui. Et puis, autre point qui me touchait particulièrement à l'époque, c'est que finalement, la formation en fait, des cadres au numérique, elle dépend essentiellement des projets andragogiques en fait, des IFCS, et qu'il y a des grosses disparités au niveau du territoire national. Donc, il y a une vraie tension entre le prescrit et le réel. Et puis quand on cherche un petit peu, finalement, le manager de proximité, il est absent finalement des différentes réformes hospitalières comme on l'a vu. À l'écran, vous voyez des chaises vides, mais c'est plutôt ça, puisqu'en fait, finalement, le cadre, il est essentiellement centré sur la relation managériale avec le cadre, avec le chef de service, notamment vis-à-vis du rapport Clarisse. Et on est vraiment éloigné d'une posture de e-manager et puis une posture d'un management agile avec l'environnement numérique de travail qui pourrait s'assimiler à ce qu'on appelle la digital workplace. Donc assez simplement, la question de recherche, c'est dans un contexte d'ambition numérique en santé, quel est le niveau d'utilisation de l'environnement numérique de travail chez les cadres de santé de proximité dans leur pratique managériale.
Et je vais plutôt me centrer sur les facteurs qui vont freiner finalement en fait, cette ambition numérique. Dans ma thèse, j'ai aussi parlé des facteurs favorisants, mais globalement, s'ils sont freinants, si on renverse, ils sont aussi favorisants. Donc, voilà. Donc en fait, j'ai effectué un travail de 11 entretiens exploratoires au niveau national, et puis ensuite j'ai fait 30 entretiens semi-dirigés d'une durée d'1 heure à 1h30, donc il y avait quand même pas mal de données qualitatives sur le sujet, sur le territoire normand au regard de 4 établissements, et donc j'ai fait une recherche descriptive qualitative sur le sujet en faisant une analyse catégorielle inspirée des travaux de Laurence Bardin. Globalement, la présentation des profils des cadres, hein, qui peut être intéressant, mais qui rejoint un peu ce qu'on voit, c'est public féminin, pas de surprise, moyenne d'âge de 46 ans, plutôt de filière initiale infirmière, et puis diplômé à l'époque en 2012, donc avec une expérience à l'époque qui était de 7 à 8 ans. Je précise tout de suite que si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le processus, ma thèse elle est disponible sur thèse.fr, et j'ai sorti aussi un article dans la revue de recherche en soins infirmiers qui détaille un peu plus certains éléments. Alors, sur les résultats, c'est assez simple. Hein. Globalement, le cadre dans les établissements de santé qui ont été investigués, c'est un ordinateur fixe, un écran fixe à 75%, et tout ce qui est ordinateur portable, le pro, c'est à peine 10%, le perso, c'est 40%, ça veut dire que des gens amènent leur propre ordinateur dans le champ de l'activité professionnelle, et le smartphone, c'est encore plus radical, c'est 0% globalement sur les personnes que j'ai investiguées à l'époque, pro, et 45% pour le smartphone personnel, et puis il y a quelques personnes qui ont des GSM Pro, qui ne sont pas vraiment des smartphones, mais plutôt des téléphones qu'on dit non intelligents sur le sujet. Donc on est vraiment sur des outils très très basiques finalement sur l'état des lieux qui est fait au regard des établissements que j'ai investigués. De manière assez surprenante, c'est pareil, les logiciels, c'est assez basique. Hein. Le courriel, c'est souvent utilisé, le logiciel planning souvent, hein, le disque dur partagé également, mais avec le frein de la fameuse lecture seule hein, sur le disque dur partagé, qui amène aussi à des vraies difficultés finalement de travail collaboratif. Les logiciels commandes, les suites bureautiques aussi, mais on voit que c'est parfois souvent, donc c'est pas systématique, c'est là où c'est assez questionnant. Et assez questionnant aussi, les planifications de réunion, c'est rarement ou parfois. Et la gestion des lits, c'est rarement ou parfois aussi, alors qu'on voit que ça peut être assez puissant finalement vis-à-vis du numérique. Et puis, chose très très étonnante, c'est que, je l'avais dit un peu en constatation de base, les solutions alternatives et collaboratives, elles sont soit inconnues, soit jamais utilisées. Donc, alors que c'est vrai qu'on peut imaginer des solutions assez rapides et assez collaboratives aujourd'hui avec les solutions qui peuvent être à notre disposition. Donc par rapport aux freins, j'en ai identifié finalement en 3 grandes catégories. La plus grosse catégorie qui émerge le plus, donc c'est 29 sur 30 et 354 références. Le R de référence, c'est le nombre de fois où ça a été cité. Donc technologique en premier, institutionnel ça apparaît en deuxième, mais on va voir que finalement c'est probablement ce qui est le plus important parce que s'il n'y a pas de réflexion institutionnelle, le reste ne va pas suivre. Et puis tout ce qui est accompagnement et formation est apparu en troisième. Sur la dimension finalement des freins technologiques, la première chose c'est les freins matériels, la dimension chronophage des solutions numériques qui apparaît, les logiciels aussi qui sont un peu freinants, et puis ensuite après de manière un peu moins fréquente, c'est la question de l'ergonomie, de l'interopérabilité. Pourquoi la DRH et la direction des soins, leurs logiciels de gestion des ressources humaines ne sont pas interopérables et pourquoi les cadres doivent noter 2 fois la même chose globalement pour une même activité. Ça paraît tellement simple et en même temps, ça ne l'est pas du tout. Et ça, c'est un vrai sujet. La différence aussi entre la vie privée et la vie professionnelle. Pourquoi, quand on ne commande pas le matériel, on n'a pas une sorte d'environnement type Leclerc Drive, excusez-moi pour la pub, et on sait ce qu'on commande, parce que j'ai encore vu des cadres quand même qui des fois commandaient un peu au pif, parce que la référence semblait correspondre à peu près à ce qui était, et on se retrouve avec des fois des choses assez drôles. Et puis la connexion Internet et les pannes, hein, quand on met le four à micro-ondes en route, des fois ça fait sauter le Wi-Fi. Donc ça c'est plutôt drôle. Donc je vous ai mis quelques verbatims qui peuvent encore continuer à nous faire rigoler un petit peu sur la dimension technologique. Hein. Donc les cadres estiment que c'est un matériel ancien et peu fonctionnel. Donc il y a un cadre qui explique finalement que c'est une arme nucléaire parce que c'est un outil qui a 30 ans. Hein. C'est vétus, ça manque de fonctionnalité, c'est inadapté aux besoins des cadres. Sur la question de la lenteur, ça provoque une perte de temps, mais ce qui est quand même intéressant, notamment sur la qualité de vie au travail, c'est que ça frustre finalement
le cadre dans ses activités. Donc on voit bien que ça va au-delà de quelque chose de fonctionnel. Ce qui peut être inquiétant aussi, c'est que les personnes qui sont un peu plus geeks vont être dans un usage informel finalement de l'outil numérique. Et quand on sait l'impact en fait de la sécurité informatique, on peut se poser des questions sur le sujet. Ensuite, sur le côté archaïque, il y a un verbatim qui est assez intéressant parce que c'est obsolète. Il y a un cadre qui explique que Microsoft, c'est celui de 2007 et quand on l'a, on a l'impression d'être le roi du monde. Alors que finalement, on est sur un truc qui doit ramer pas possible. Mais bon, c'est voilà. Et puis la question de l'ergonomie, je vous l'ai dit, il faudrait que ça soit beaucoup plus intuitif sur le sujet. Le manque d'interopérabilité, je vous ai expliqué la question entre les logiciels, mais c'est un vrai sujet qui mériterait d'être davantage investigué sur le sujet. La différence entre la vie privée et la vie professionnelle est un point important. Parce que si on veut être vraiment en formation, on parle d'alignement pédagogique, mais on pourrait être aussi dans un alignement d'usage qui permettrait fatalement que les gens soient un peu moins anxieux sur la manipulation des solutions bureautiques. Ce qui veut dire que les cadres devraient choisir aussi leur propre solution numérique dans le cas des choix et que ça ne soit pas imposé au niveau du GHT finalement. Et donc ça repose des questions beaucoup plus stratégiques sur le sujet. Vous pouvez éclaircir là, anxieux, qu'est-ce que vous voulez dire par anxieux? Sur le côté, on voit bien qu'il y a certains professionnels, pas tous bien sûr, qui osent des fois pas trop finalement utiliser les solutions informatiques. On va être sur des solutions Word, courriel et tout ce qui est solutions avancées finalement. Parce qu'en fait, il y a très peu, on y reviendra dans le troisième point, mais finalement, il y a très peu d'accompagnement. Aujourd'hui, les formations qui sont proposées dans les établissements de santé, c'est globalement le pack office et le logiciel planning. Et le pack office, voilà, on voit bien que les niveaux sont assez différents. Et peut-être ce qui serait intéressant, moi, en termes de propositions, mais j'y reviendrai après, c'est finalement que les formations et les directions de l'informatique proposent aussi des formations sur des solutions qui sortent un peu de Word et PowerPoint et qui aillent beaucoup plus loin finalement. Et que ça ne soit pas que quelque chose de basique. Donc c'est un peu ça sur la question de l'anxiété. Et puis panne et Internet, je vous l'ai dit. Alors moi-même, sur les pannes du Wi-Fi, c'est vrai que ça peut être problématique si on dit que le cadre doit être en mobilité agile, en multisite, etc. Mais si on se retrouve avec un réseau Wi-Fi qui ne fonctionne pas au bout du couloir, que le cadre est obligé de refaire 2 fois la même chose, ça peut être assez inquiétant. Sur le côté institutionnel, on voit bien que ce qui prime d'abord, mais ça je crois que c'est un peu partout, les freins financiers. Manque de moyens, globalement, les personnes estiment que l'enveloppe elle est plutôt catastrophique. Et quand on investit sur un logiciel, par exemple le logiciel Chronos, en fait on prend 15% du logiciel Chronos, donc on pourra aller beaucoup plus loin et justement créer cette logique d'interopérabilité. Mais pour répondre à des coûts financiers, on va couper les budgets, mais finalement qui vont freiner davantage. Moi je me souviens bien sur le logiciel Chronos, c'est peut-être aussi sur la question du côté ludique, mais il y a un ingénieur informatique qui, quand je posais les RTT pour les agents, il y a RTT fixe, RTT volant. Moi, dans ma logique, je me disais que le code, ça pourrait être RTT-V et RTT-F. Non, c'est ARTT1 ou ARTT2. Mais pourquoi? Et c'est tellement plus simple, finalement, en fait, de se dire... et en fait, c'est ça tout le temps. Donc, voilà, et puis... La question de l'usage informel, j'en ai parlé, mais il faut quand même considérer, parce qu'on parle beaucoup du risque lié aux attaques virales, etc. Mais si on amène aussi, parce que ce n'est pas performant, nos propres solutions numériques, qu'est-ce qui finalement va nous coûter le plus cher? Est-ce que ce n'est pas d'abord d'investir dans du matériel qui permet justement à chacun d'être à l'aise et de ne pas amener son propre matériel informatique? C'est une question sur le moyen et long terme qui nécessite d'être posée également. La culture numérique à la traîne, vraiment très mis en avant. Certains expliquent qu'on a 20 ans de retard par rapport à certaines boîtes, et notamment les gens qui venaient de structures privées ou de grands établissements, mais plutôt privés, autres que la santé, sont complètement hallucinés pour eux. C'est presque un retour au Minitel, on n'en est pas loin. Et puis,
la question de la stratégie, finalement, il y a un manque d'information de la part des directions de soins, des directions d'établissement sur qu'est-ce qui peut être fait. Il faut finalement quel logiciel on pourrait utiliser pour les cadres de santé. Sur la politique de formation et d'accompagnement, globalement, même les solutions basiques, il n'y a pas assez de formation, il y a un manque de place, il n'y a pas assez de séances de formation. Et puis, comme je vous l'ai dit, les formations sont exclusivement centrées sur le pack-office et les logiciels métiers. Donc voilà, c'est sympa, mais on peut sûrement aller plus loin et rendre ça un peu plus sexy finalement. Et puis sur ce qui est hotline et puis accompagnement, en fait, la hotline, globalement, elle ne répond pas aux besoins finalement du cadre. On va être sur des dimensions très techniques. Et le pire, c'est que dans les dimensions techniques, on ne parle pas le même langage, donc on n'arrive pas à se comprendre. Et donc, ça provoque des grosses interrogations. Et puis, dans certains établissements, dans les DSI, c'est parfois des retours à l'emploi avec des gens qui sont moins performants techniquement que la personne qui se retrouve de l'autre côté avec un problème technique. Et donc là, ça peut amener aussi de la frustration chez les cadres de santé. Donc finalement, si je reviens sur l'analyse et la discussion, on voit bien que cette recherche, elle sert quand même de photographie de la réalité. Comme il y a eu très peu d'études sur le sujet, ça mène une bonne photographie à un instant T de la réalité du cadre de santé de proximité en établissement de santé. On voit bien qu'il y a un gros manque de stratégie numérique de manière globale et que le niveau d'équipement, il est vraiment très archaïque. Je crois qu'on peut utiliser le terme archaïque sur le sujet. Et que on est vraiment sur un niveau du numérique qui est quand même plutôt très limité en termes d'usage, alors qu'on demande au cadre à nouveau de travailler en mobilité et que même ce travail-là, finalement, il est très peu développé. Donc en fait, on peut dire qu'il n'existe finalement pas un environnement numérique de travail, mais plutôt un environnement informatique de travail. C'est la nuance en fait qu'on peut mettre. Ça, et encore moins un environnement managérial numérique de travail. C'est-à-dire qu'on pourrait penser à le noter comme ça. Donc si on reprend une catégorisation pour comprendre la différence aussi entre utilisation, usage et pratique, puisqu'il y a un sujet, donc je vais peut-être rentrer un peu dans le détail, mais c'est quand même important de l'appréhender. La question de l'utilisation, c'est, on le voit bien sur le schéma, une action non socialisée et une action restreinte à un individu. Ça, on parle d'utilisation. Quand on bascule sur l'usage, c'est une action qui est plutôt socialisée, mais avec un usage plutôt des actions élémentaires. Et quand on parle de pratique, c'est quelque chose de complexe avec des actions socialisées. Donc on peut clairement dire qu'il y a quelques individus qui vont être dans de l'usage, de l'environnement numérique de travail, mais que globalement, on va être plutôt dans l'utilisation de l'environnement numérique de travail, mais plutôt dans l'usage de l'environnement informatique de travail. C'est la nuance qui peut être posée. Donc si on revient un peu sur la question, je me répète, mais la répétition, ça a du bon. Les cadres de santé n'utilisent pas d'environnement numérique de travail dans leur pratique managériale, mais bien un environnement informatique de travail. On voit bien que finalement, là où il faut centrer la réflexion, c'est sur la réflexion institutionnelle et développer une culture en fait numérique. Avec le déploiement donc, de cette culture, un niveau d'usage qui doit être en adéquation avec les évolutions sociétales et aussi les attentes ministérielles, puisqu'on a vu au départ qu'il y a des attentes qui sont assez fortes, mais encore faut-il répondre sur le terrain, sur le sujet. Donc je vous propose quelques petites recommandations. Ce n'est pas des recommandations moi personnelles, c'est des recommandations d'analyse tirées de la thèse. Donc je ne suis pas à parler en mon nom, mais je parle au nom des résultats. Donc la première chose, c'est un investissement technologique, mais qui est intégré, comme vous l'avez vu, dans une stratégie institutionnelle. C'est ça qui va primer, c'est d'abord la culture numérique, la stratégie institutionnelle, pour ensuite travailler sur l'investissement technologique. Ensuite, une efficacité instrumentale, ça c'est logique, il faut que ça soit ergonomique, ludique, efficace, que le niveau de sécurité, alors ça c'est un point, on pourrait en discuter, mais je pense que c'est un point qui me semble important à discuter, c'est le sujet du niveau de sécurité qui est adapté en fonction du profil des professionnels. Vaste sujet, parce que tout le monde est mis à la même enseigne, mais finalement quelqu'un qui est assez bon techniquement, pourquoi on va lui mettre un niveau très haut de sécurité informatique alors qu'en fait il est capable de gérer, s'auto-gérer sur les dimensions des risques. L'alignement entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est logique. Le package de base, les cadres, aujourd'hui, c'est
à mon sens, un ordinateur portable et un smartphone professionnel, et c'est ça le package de base minimum. Et puis réfléchir finalement à l'environnement numérique de travail comme la digital workplace, j'y reviendrai après sur un petit schéma. Je vous ai mis ici, l'idée c'est pas de rentrer en détail sur le sujet, mais finalement on voit bien que c'est une collection de solutions numériques qui est regroupée sous une plateforme institutionnelle et associée à des outils numériques connectés. En fait, les applications vont permettre un travail collaboratif, une communication plus rapide et aussi le partage de la connaissance, finalement, qui est important. Et tout ça de manière avec des caractéristiques ergonomiques, de mobilité, d'accès et de partage rapide de la connaissance. Donc ça, c'est la digital workplace. Deuxième proposition, la communication institutionnelle, c'est-à-dire une communication engagée et moderne. C'est-à-dire, alors de temps en temps, je vais être un brin provocateur. Mais de temps en temps, on met des personnes, par exemple, la qualité, des fois, ça ne botte pas tout le monde, et des fois, on met des gens en qualité qui ne sont pas des personnes communicantes et des personnes qui vont donner envie sur le sujet de la qualité. Et là, l'informatique et le numérique, c'est la même chose. Il faut quelqu'un qui soit motivé, qui connaisse le sujet, qui connaisse les risques, mais en même temps les avantages, puisqu'en fait, le numérique, tout n'est pas rose non plus sur le sujet. Donc j'ai parlé de leadership numérique pour accompagner le déploiement, et puis un engagement des directions pour donner un coup d'accélérateur. Il faut qu'il y ait un vrai sujet, il faut que ça vienne du haut quand même. Même s'il y a des choses qui émergent du terrain, si le top manager ne donne pas un coup d'accélérateur, ça n'avancera pas non plus. Et puis la politique de formation et d'accompagnement, alors il y a des points qui sont très très intéressants. Il faudrait une formation qui soit plutôt institutionnelle, mais plus individualisée, et qui va bien au-delà finalement des formations Word. Et sur ce côté en fait de formation institutionnelle plus individualisée, l'idée c'est de faire appel presque à des personnes ressources, des pairs, qui soient identifiés grâce à des open badges. Donc, je vais revenir en conclusion sur ce que c'est que les open badges, mais globalement, c'est l'identification numérique de personnes ressources qui n'ont pas spécialement de diplôme, mais qui sont reconnues sur des compétences formelles ou informelles sur le sujet. Et on pourrait, plutôt que d'attendre la hotline ou d'attendre une formation, d'aller voir la personne ou que la personne se déplace directement pour résoudre le problème et accompagner les choses. Ça me semble un point assez facile à mettre en œuvre finalement et qui pourrait avoir des effets assez rapides. Et puis bien sûr intégrer une formation dans les IFCS sur le sujet du numérique, mais qui soit probablement identique dans tous les IFCS. Donc pour les badges numériques, à nouveau c'est quelque chose qui encode des compétences qui sont utiles pour l'organisation, je ne vais pas détailler. Et l'idée, c'est de vraiment rendre visible en fait, le sujet et les compétences. Et ça a un autre effet, au-delà de rendre visible les compétences, c'est qu'il y a un côté de reconnaissance et de valorisation finalement des compétences qui sont formelles ou informelles. Et ça va bien au-delà finalement du sujet du numérique. Et en termes de reconnaissance de l'humain et de ses compétences, c'est assez chouette. Et peut-être que la CFDT peut se porter sur ce sujet-là, en tout cas des open badges. C'est ma dernière diapositive. L'idée, vous l'avez compris, au regard de tous les résultats, c'est qu'on ne peut pas réfléchir au numérique, à l'individu ou à l'organisation. Il faut qu'on soit dans une réflexion écosystémique, c'est-à-dire de prendre en compte le cadre, son environnement, et puis d'intégrer les 6 systèmes de l'approche écosystémique. Parce que je reprends une phrase de Simonian qui explique que l'objet numérique ne peut être ni séparé de l'environnement, c'est-à-dire du monde, ni d'une époque, ni d'utilisateur avec une expérience qui lui est propre. Et en fait, cette phrase, elle résume quasiment tout sur le sujet des préoccupations qu'on pourrait avoir. Et donc, bon, là, je ne rentre pas en détail, mais l'idée, c'est de se préoccuper de l'ontosystème, c'est-à-dire les caractéristiques personnelles, et puis de reprendre le micro, le méso, l'exo, le macro et le chronosystème, puisqu'il y a la question du temps qui prend aussi une place importante, et la dimension aussi familiale, parce qu'en fait, dans la dimension méso et exo, il faut s'intéresser aussi à ce que l'individu fait dans sa vie privée, et donc finalement, il va falloir aussi chercher du côté de la vie privée pour savoir comment on peut s'aligner un peu sur le sujet. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous ai laissé mes coordonnées, et si vous avez envie de venir me voir sur Rouen, vous êtes invité au bâtiment Travaux Pratiques, au bureau 328, au campus Martinville, à l'Université de Rouen. Et j'ai un site internet, loicmartin.me, où je mets le maximum d'informations.
Et je vous remercie du temps que vous m'avez laissé pour cette présentation. Eh bien, merci Loïc de cette présentation qui était assez riche. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme Wimeo, qu'on relayera à l'antenne de ce que ça vous a amené, cette discussion. On va y revenir. Je pense qu'effectivement, Jérôme Chemin aura certainement des revendications sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, en tout cas, de la génération, en tout cas, qui est là. C'est une génération transitoire entre la découverte. Effectivement, on a tous commencé sur des ordinateurs type Commodore 69 pour certains, de notre génération qui sommes cadres, 4 sup, qui devront être un peu leaders et effectivement montrer cet usage du numérique. Et avec aussi tout ce qui nous tombe dessus, c'est-à-dire effectivement la question de la sécurité. Tu en parlais effectivement de la difficulté entre la vie professionnelle et la vie familiale, où on a eu quand même une période, en tout cas, où l'informatique était un peu libérée, où on pouvait à la fois commander ses courses, à la fois pouvoir travailler sur un logiciel Word, des plannings, et de plus en plus l'environnement numérique en tout cas se restreint, et effectivement c'est la traçabilité qui s'est mise en place, tout ce qui va impacter notre travail et nos compétences. Et aujourd'hui, être cadre en établissement, et que ce soit à l'hôpital ou dans un établissement, une plus petite structure médico-sociale, on voit bien que cette question-là de savoir se servir, faire des comptes rendus, aujourd'hui plus personne n'imagine faire un compte rendu sur papier. Il faut pouvoir le transmettre, il faut pouvoir communiquer, savoir utiliser. De plus, il y a une véritable volonté d'attractivité, attractivité vers l'extérieur, via effectivement la publicité qu'on peut faire à l'hôpital, mais l'attractivité à l'intérieur de l'hôpital. Et là, donc, ça nous amène à une transition vers Eliabel Tramoni, qui va nous parler effectivement de cette attractivité, parce que installer un nouveau logiciel, comment ça se passe à l'intérieur d'un service, à quoi il faut faire attention pour ne pas faire fuir ceux qui doivent l'appliquer ou pas amener des résistances. Alors vous allez nous décrire votre expérience que vous avez eue dans un établissement. Je vous donne la parole. Merci de m'avoir invité. Donc je vais vous faire part de ma modeste expérience sur un modeste établissement médico-social. Donc j'ai pris un poste de direction sur un établissement qui comprenait un EHPAD, un FAM et une MAS, donc à la fois du public personnes âgées et public adulte handicapé. J'ai fait le constat en arrivant que les équipes n'avaient à leur disposition que le logiciel de soins de l'hôpital auquel l'établissement était rattaché, qui était le même logiciel de soins que surtout le GHT. Évidemment, dans le schéma directeur informatique, il n'était absolument pas prévu de s'adapter au médico-social. Les équipes m'ont vite fait comprendre que ce logiciel ne leur convenait pas, qu'il était d'ailleurs déjà abandonné pour, je dirais, plus de 80% d'entre eux, ce qui posait un vrai problème en termes de traçabilité, de transmission, etc., surtout pour des équipes en 12 heures qui se croisaient peu. Pour les cadres, c'était également catastrophique parce qu'elles perdaient un temps fou en coordination, parce que alors on avait des supports de partout, il y avait un agenda chez les infirmières pour les rendez-vous médicaux, un agenda chez la kiné, un agenda pour l'animatrice qui tenait les rendez-vous familiaux. Et puis, quand on n'arrivait pas à se coordonner, il y avait des loupés avec une famille qui venait quand le résident était à son rendez-vous chez le psychiatre. Donc, faut comprendre que dans un établissement médico-social, c'est un lieu de vie. Le logiciel un résident n'a pas besoin que d'un logiciel de soins, mais d'un dossier vraiment usagé, informatisé, dans toute sa dans toute sa dimension vraiment globale, vie sociale, soignante, médicale et même administrative. Donc on avait des multi-supports partout, des cahiers, des tableaux Velleda, et puis une infirmière le matin pour prendre les informations importantes. Elle était obligée d'ouvrir tous les dossiers un à un des résidents. Autant dire que c'est complètement impossible. Donc sa collègue, il fallait qu'elle lui écrive sur le tableau Velleda quelles étaient les informations importantes. Voilà.
Bref, tout ça pour vous dire que face à ce constat, il était absolument pour moi essentiel et prioritaire de mettre un outil adapté aux besoins, puisque déjà le besoin était exprimé. Ça veut dire que en fait, c'était facile, l'équipe avait déjà conscience qu'il n'avait pas l'outil adapté. Quand on avait des nouveaux professionnels qui avaient connu autre chose ailleurs, ils faisaient part de l'ordre du possible. Moi-même, venant d'autres établissements, j'avais bien vu tout ce qui était possible de leur mettre à disposition et ce qui pouvait leur faciliter la vie. Et les cadres également avaient déjà fait un peu leur benchmark de leur côté et savaient très bien ce qu'elles souhaitaient. Donc sur cet établissement, évidemment, il n'y avait aucune capacité d'autofinancement, un déficit, enfin, mais on a pu saisir l'opportunité du Ségur du numérique et notamment ESMS numérique. C'est absolument le moment en ce moment pour les établissements pas équipés de saisir ça parce qu'on a pu vraiment financer l'ensemble de nos besoins. Alors, quand je dis l'ensemble de nos besoins, ce n'est pas uniquement acheter le logiciel, c'est-à-dire qu'on a fait justement un état des lieux des besoins en matériel également. Alors, je suis allée vérifier la couverture Wi-Fi avec mon ordinateur au bout du couloir. On a demandé aux professionnels ce qu'ils préféraient, parce qu'évidemment, il n'y avait qu'un ordinateur fixe dans la salle de soins pour au moins 5 personnes. Donc on a fait le choix de tablettes, surtout que sur les tablettes on pouvait mettre une application du logiciel, donc application dit ergonomie simplifiée pour les aides-soignants notamment. Donc il y avait et puis renouveler aussi du matériel informatique type PC portable pour les cadres notamment. Donc on a pu vraiment se faire financer le projet dans sa globalité et c'est vraiment le moment de le faire pour tous les établissements. Alors pour pas embêter le GHT et la DSI, j'ai aussi j'ai mis ça en avant, que c'était quand même un soutien national, ce projet ESMS numérique, une priorité nationale. Donc ça m'a aidé aussi à faire entendre ma voix au niveau du GHT. J'ai mis aussi en avant qu'on allait choisir une solution web et avec un hébergement externalisé, ce qui permettait de décharger la DSI de cette gestion. Et en plus, les codes des professionnels, on allait les gérer, nous, en interne, sur le site directement, puisque les cadres sont les plus à même, quand il y a des nouveaux professionnels ou des départs, de mettre ça à jour. Pour moi, le mieux, c'était vraiment de faire en proximité, d'être autonome le plus possible en proximité sur ces questions-là. Donc, on a lancé le marché dans le cadre de l'appel à projet et on a eu de la chance, le logiciel que les cadres avaient repéré et que moi je savais être très intéressant était le mieux disant et répondait le mieux à notre cahier des charges. Donc c'est celui qu'on a retenu et installé. Alors ça a été très très facile en termes d'accompagnement du changement parce qu'on partait d'une insatisfaction quotidienne et des irritants très, très quotidiens. Donc il y avait une attente. En plus ça arrivait juste avant Noël, donc c'était vraiment le cadeau de fin d'année. Tout le monde l'attendait avec impatience. Et ça a été très bien accepté parce que c'était très attendu, que le besoin il venait vraiment des professionnels et des cadres. Donc c'était vraiment simple de faire accepter ce changement. En plus, il y avait une vraie ergonomie sur les tablettes. Il y avait des choses très simplifiées pour les professionnels qui ne sont pas à l'aise nécessairement avec le numérique, c'est-à-dire des cases à cocher. Pour des transmissions ciblées, si on a du mal avec l'écrit, on avait aussi une possibilité de dictée vocale sur les tablettes. Enfin, tout ça, c'était des petites choses qui permettaient quand même de faire approprier l'outil par ceux qui sont à l'aise, mais aussi ceux qui sont le moins à l'aise avec le numérique. Alors sur les formations et l'accompagnement, parce que ça c'est important, alors on s'est concentré pour la formation avec l'éditeur sur un groupe d'experts. Alors le groupe d'experts, on
constitué des personnes ressources, donc tous les cadres, je me mets dans les cadres, le médecin co et une personne ressource dans chaque équipe, voilà, infirmier, aide-soignant, jour, nuit, voilà, pour être sûr qu'il y ait des relais en proximité de pair à pair. Donc ils n'avaient pas le badge d'identification, mais c'était tout comme, parce qu'on a communiqué sur le fait que ces personnes étaient des ressources pour leurs collègues. Donc ce groupe expert, il a été vraiment formé vraiment en profondeur sur l'outil pendant plusieurs jours, c'était la priorité. Et en fait, sur la formation, on a paramétré l'outil. Donc, avec les infirmiers et les cadres du groupe ressources, du groupe expert, on a travaillé ensemble quels allaient être nos menus déroulants, ce qu'on voulait mettre en avant sur la page d'accueil, notre tableau de bord. Ça a été vraiment co-construit en équipe. Et une fois cette formation du groupe expert, on a fait les formations de l'ensemble des professionnels, mais sur des formations très courtes et adaptées à leur métier. C'était pas plus d'une demi-journée, parfois qu'une heure sur la solution tablette. Et ça sert à rien sur Excel de former à faire des tableaux croisés dynamiques si on s'en sert que comme une calculette. Voilà. Donc là, c'est pareil. Pour les aides-soignants, on allait se concentrer sur comment on fait une transmission, comment on fait une déclaration de chute, point barre. Pour l'animatrice, comment on organise l'animation, etc. Voilà, adapter la formation au métier, à l'usage futur, se concentrer là-dessus. Pour moi, déjà c'est plus facile à organiser parce qu'on sait commencer à dégager les professionnels de leur planning, c'est pas simple. C'est beaucoup plus simple de leur mettre une heure ou 2 heures de formation une après-midi que de les former sur 2 jours pleins et on sait qu'elles vont rien en retenir sur les 2 jours pleins si c'est pas adapté à leurs besoins et à leur métier. Donc voilà, on s'est concentré là-dessus. Donc ça, c'est la formation, je dirais, initiale de base. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment. Derrière, on y va. Donc du jour au lendemain, on abandonne l'ancien, on rentre dedans. Et après, c'est au quotidien, ce fameux groupe expert qui passe du temps en individuel, en tout petit groupe, pour reprendre ce qui a été vu en formation et revoir par rapport aux usages. Moi, j'allais voir des fois en fin de matinée les aides-soignantes, 2 aides-soignantes dans un couloir en disant vous voulez faire vos transmissions, vous avez des choses à dire sur la matinée, etc. Alors comment vous feriez sur la tablette? Et puis on revoyait ça ensemble. Pareil sur les moments de transmission collective, on projetait le logiciel pour suivre ensemble en équipe et ça permettait d'acculturer et de préparer à des usages et à des pratiques. Parce que ça nous a permis, en fait, ce passage de travailler à la fois sur les bonnes pratiques, la traçabilité, les transmissions, etc. Et vraiment de se concentrer sur une prise en soin globale du résident, d'arrêter de se disperser. Ça nous a permis de nous recentrer vraiment sur le cœur du métier. Et voilà, et en fait, pour conclure, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est jamais terminé. C'est-à-dire que cette appropriation, il faut la suivre dans le temps. Et il y a toujours des améliorations à apporter parce qu'on n'avait pas fait toutes les interfaces nécessaires. On pouvait vivre sans, mais il y avait encore des choses à amener, des interfaces notamment avec la pharmacie. Donc ça, il y a encore des choses à déployer. Mais donc c'est jamais terminé, il faut toujours que ça évolue en fonction des besoins parce que la législation évolue, il y a Séraphin PH qui va arriver dans le champ du handicap, on a choisi le logiciel qui était déjà plus ou moins prêt à cette réforme, mais il va falloir quand même s'y adapter et rentrer dedans. Il faut continuer à former, accompagner les nouveaux professionnels et à recentrer ou à corriger des mauvais usages aussi parfois. Parce que parfois on va faire une transmission plutôt qu'une déclaration de chute et du coup ça fausse les statistiques et puis le suivi derrière pour les cadres. Donc il faut toujours essayer de recentrer, toujours essayer d'accompagner les équipes au meilleur usage possible pour que l'outil réponde à toutes les attentes et à tous les rêves qu'on avait mis sur lui. Voilà.
D'accord. Ce qui est intéressant, tu as parlé du processus d'appropriation, mais il y a des grilles en fait qui permettent de mesurer en fait le processus d'appropriation du numérique qui sont assez intéressantes. Et on peut même voir dans certaines pratiques l'arrivée du numérique va dégrader la pratique plutôt que de l'améliorer en fait avec des grilles du processus d'appropriation. En tout cas, on sent bien l'importance et de la bienveillance, en tout cas, auprès des agents, en tout cas, de cet accompagnement, en tout cas, qui peut peut-être parfois manquer dans les grands établissements. Et c'est vrai qu'on a Stéphane. Donc Stéphane, vous êtes du BUC qui est cadre supérieur dans un établissement de santé mentale. Est-ce que ça vous fait réagir un peu cet accompagnement au quotidien? Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, la mise en place d'un nouveau logiciel, c'est à prendre en compte ce que vous recommandiez, hein, les besoins, du temps de formation adapté en fonction des besoins, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire, effectivement, que de faire des formations Excel pendant 2 jours. Hein, on ne retient pas grand-chose dans sa pratique. Stéphane, ça vous fait réagir, ça? Oui, effectivement. Alors moi, je suis cadre supérieur de santé, je suis en EPSM. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Oui, très bien. Donc effectivement, donc madame, vous êtes dans un plus petit établissement, si j'ai bien compris. Oui. Donc effectivement, l'accompagnement du personnel ne se passe pas à la même échelle. Donc chez nous, en fait, l'informatique est omniprésente. Donc il y a un service informatique, un service formation. Il y a des plans de formation pour les nouveaux professionnels. Et malgré tout, on observe que le niveau en informatique n'est pas forcément le même d'une personne à l'autre. Donc, et on constate aussi par rapport, qu'il peut y avoir des problèmes matériels, des problèmes de réseau, ou des problèmes de compréhension quelquefois. Et là, je disais, un petit peu, j'ai pas pu assister au début de la réunion, mais j'ai regardé le diaporama. Et effectivement, on constate quelquefois aussi une différence entre l'informatique personnelle et l'informatique professionnelle. Et c'est vrai que quelquefois, des professionnels veulent quelquefois aller plus loin. Et quelquefois, il peut y avoir des limites liées au matériel ou au logiciel qui nous sont confiés. Si je peux me permettre, c'est pour ça que moi je défends vraiment le rôle de l'encadrement de proximité dans l'accompagnement du numérique. C'est pas du ressort de la DSI de former sur les logiciels métiers. Je suis un peu provocatrice en disant ça, mais je pense vraiment que pour que ça marche, il faut de la proximité et que ce soit de pair à pair. Et ce que j'ai vécu dans un petit établissement, ça peut se vivre aussi dans un grand établissement si on le découpe, enfin, si on le déploie, je ne sais pas comment vous dire. J'avais travaillé sur un projet numérique à la PHP, donc on est dans 2 ordres de grandeur complètes, on fait le grand écart. Mais la méthodologie, pour moi, elle doit être la même, c'est de la proximité, quelqu'un qui fasse le lien entre la technique et le métier. Parce que la DSI, il ne va pas pouvoir former l'aide-soignante à l'usage du logiciel métier parce qu'il ne sait pas de quoi elle parle et elle ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Enfin, c'est vrai. C'est vrai. Alors là, je pourrais prendre l'exemple, si je peux me permettre. Dans notre établissement, en fait, on a le dossier patient, donc on a des cadres en fait, qui sont détachés en mission transversale pour pouvoir accompagner le projet. Et moi-même, je suis en mission transversale sur le logiciel de gestion du temps. Et donc, c'est moi qui suis en charge, par exemple, de former les cadres qui, après, doivent former les agents. Donc, je vous rejoins, effectivement. On est d'accord. Loïc? Oui, ce que je trouvais intéressant dans ton propos, c'est que, en fait, le numérique, s'il est bien pensé, peut aussi avoir un autre bénéfice sur recentrer les personnes sur leur cœur de métier. Les cadres de santé de proximité, dans proximité, il y a proximité. Et ça repermet cette question de relation, finalement, parce que c'est pour se bagarrer avec la DSI pour faire remonter tous les éléments. Là, au moins, on va avoir quelque chose de plus fort. Et puis, la relation entre le cadre de santé et les équipes de soins, elle est fondamentale. Et si on peut arriver aussi à redonner du sens et rendre visible aussi une partie du métier qui est souvent invisible chez les cadres de santé, ça peut être intéressant. Mais à nouveau, il y a une vraie stratégie, une vraie réflexion. Ça rejoint un peu le concept du slow management, c'est accepter de perdre du temps un petit peu au début pour en gagner ensuite après. D'où l'importance, on parlait aussi de l'importance de la formation des cadres, avec pas partir du principe que tous les cadres savent se servir forcément des outils numériques qui sont mis à leur disposition, ça c'est important. La question c'est de savoir pourquoi dans les établissements, la priorisation c'est pas fait vers les cadres de santé. On parlait de matériel obsolète, en tout cas c'est un vrai choix aussi, de direction et d'encadrement, de pouvoir proposer de matériel récent aux cadres de santé. Et souvent on a eu de la résistance à ce niveau-là, où les services ont été enfin équipés d'ordinateurs, tu le disais, portables, toujours pas de téléphone portable, ça pour beaucoup de
cadres de proximité, mais suite à la crise Covid, qui a donné un peu cet élan. Mais encore aujourd'hui, on sent que dans certains CHU, où des services supports vont être équipés quotidiennement d'ordinateurs. Je me souviens qu'à un moment, dans l'IFSI où je travaille, les ordinateurs, il n'y en avait plus de disponibles parce qu'ils étaient tous priorisés pour d'autres services. Et c'est la question, en tout cas, de la priorisation, de la stratégie au sein d'un établissement, de comment équiper des cas de proximité pour pouvoir déployer, en tout cas, cette idée. Mais on se tire peut-être une balle dans le pied tout seul. C'est-à-dire que si, je dis souvent ça à mes ex-étudiants cadres, enfin, c'est pas les miens, mais aux étudiants cadres que j'encadrais, si on râle dans notre bureau et qu'on ne fait jamais remonter des informations globalisées, argumentées de manière structurée, en fait, rien ne changera. Par contre, si, je sais pas, sur un gros établissement, les cadres se réunissent, font un argumentaire structuré, quels sont les freins, quels sont les avantages à changer et qu'est-ce que ça peut amener en termes d'amélioration sur le management et donc versus sur la qualité des soins, honnêtement, ça marche. Bien sûr. Il faut se saisir des instances aussi qui sont là pour ça. Il faut que ça remonte en fait. Ouais. Faut que ça remonte. Stéphane, vous, dans votre pratique, là, dans l'installation de Chronos, des logiciels, vous avez rencontré des résistances, des difficultés ou des facilités Il y a la problématique liée au sujet lui-même. Donc, c'est vrai que la gestion du temps, faut déjà s'approprier le sujet. L'informatique, finalement, c'est qu'un outil qui traduit un petit peu les besoins. Après, on peut retrouver les mêmes problématiques sur le dossier de soins. Moi, ce que je mesure au quotidien dans mon exercice, c'est souvent non pas une incompréhension liée au logiciel, mais plutôt, la partie théorique de la gestion du temps, par exemple. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais il faut que l'informatique soit au service de la pratique et non l'inverse. Est-ce que vous voyez des utilisations détournées, je voudrais me dire, par rapport à la gestion du temps? Est-ce qu'il y a des classeurs Excel qui sont faits parallèlement, d'autres outils, des papiers par rapport au planning de la part des agents qui continuent à utiliser des méthodes anciennes? J'ai l'impression que vous connaissez le sujet, effectivement. Non, mais ça m'évoque mes collègues, ça m'évoque des collègues. J'ai participé à des ateliers qui s'appellent, avec le club utilisateur Chronos, par exemple, le club national, où il y avait un atelier, je me souviens, qui s'appelait Comment tuer Excel. Donc effectivement, on doit lutter un petit peu contre des outils parallèles qui sont aussi chronophages. Donc il y a des habitudes, et chaque fois, il faut prendre le bâton de pèlerin pour montrer que le logiciel est bien paramétré, qu'il calcule bien, et il faut essayer. Alors, c'est des stratégies ou des habitudes, mais effectivement, les plannings papier ont la vie dure, et puis je pense qu'ils sont aussi importants, notamment on peut les avoir aussi en imprimant à partir de logiciels, parce que je pense que les équipes aiment bien se réunir autour des plannings papier, mais c'est vrai que Excel, ça fait pour certains cas le double travail, quoi. Et il saisit juste à la fin du mois dans le planning Chronos pour que les agents soient payés. Donc il y a des idées effectivement contre lesquelles il faut accompagner. Alors cette discussion, moi, ça me fait réagir aussi. Je me pose la question de nos origines, de métier de soignant, qui aimons aussi beaucoup parler, discuter, d'être avec les pairs. Et c'est vrai que la question informatique, pour la plupart, que ce soit éducateur, infirmier, soignant, elle est venue dans un second plan. Ce ne sont pas des métiers directement avec ce support informatique dans la relation, dans le soin à la personne. Et c'est une deuxième appropriation que nous avons dû faire. Et donc là, alors Jérôme, là, on voit qu'il y a beaucoup de sujets, à la fois des achats, la politique, la formation. Quelles sont un peu la vision portée par la CFDT4 sur ces sujets? Alors, je tiens déjà à vous remercier pour l'invitation, parce que j'ai trouvé les deux interventions passionnantes. Alors, je tiens à préciser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes bien en 2023. Non, parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en 1995 ou 1998. Il y avait déjà, quand on lit certains écrits qu'on a fait à cette cadre, il y avait déjà des choses identiques qui étaient annoncées sur le lien entre numérique, management, utilisation, informatique versus environnement numérique, etc. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ça ressort de façon beaucoup plus forte, c'est qu'on est de plus en plus dépendant aussi aux outils. Et c'est bien la problématique, c'est qu'on a créé une dépendance forte aux outils qui fait qu'aujourd'hui, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et plus on met de choses dans le cloud, plus on met d'agenda partagé, etc., ce qui est très bien, ce qui est des gens que ça a, et quand ça tombe, on est un peu perdu, quand même, il faut être très clair. Si vous n'avez pas retrouvé vos mails sur le téléphone, c'est foutu, quoi. Et la raison, et ça a été très très bien dit par Loïc, c'est que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un environnement numérique, on est dans un environnement informatique. Et qu'aujourd'hui, la problématique est abordée sous l'aspect technologique.
C'est-à-dire qu'on dépend essentiellement de questions technologiques quand on aborde le numérique dans nos structures. La problématique qui se pose, c'est que du coup, on en fait une affaire d'experts. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les gens qui maîtrisent la technique qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir nous appuyer, etc. Et en fait, il faut toujours faire attention à ça, parce que si on met, plus on met de choses dans la main des techniciens, ça devient aussi une forme de pouvoir. C'est-à-dire qu'on devient aussi dépendant de quelque chose qu'on ne maîtrise plus et qui est en fait quelque chose qui nous dépasse et dont on se dit c'est pas pour moi, le logiciel il marche pas, c'est pas mon problème, moi mon métier c'est d'être soignant, c'est d'être commercial, etc. Si la technologie ne suit pas, on l'entend souvent cette phrase, si la technologie ne suit pas, c'est pas de mon fait et c'est pas mon problème, moi je veux que ça marche. C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué et du coup on est aussi dans un environnement qui est quand même très particulier dans le monde du travail, c'est que les outils qu'on utilise dans le monde professionnel sont les outils qu'on utilise aussi dans le monde personnel. Et quand on voit, vous l'avez dit tous les deux, mais quand on voit que l'ordinateur qu'on a chez soi est plus performant, quand on voit qu'on a Office 365 versus Windows 7 au boulot, etc., il y a de quoi pester. Et il y a des boîtes qui l'ont bien compris, dans le privé, ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, le BIOD, apporter votre matériel, c'est qu'il y a aujourd'hui des boîtes qui ne fournissent plus de matériel informatique, mais qui demandent aux gens de venir travailler avec leur propre matériel, parce que c'est un environnement qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent, et ça c'était un mot qui a été employé plusieurs fois, la maîtrise. Je connais mon environnement, etc. Je vais pouvoir le faire. Mais on reste dans une utilisation informatique. Et nous, à CFDT Cadre, c'est vrai qu'on a sorti notamment une plaquette qui s'appelle « Négocier l'usage des outils numériques », parce que véritablement, c'est quelque chose qui doit être discuté, et ça ressort très très bien dans vos deux témoignages. C'est une affaire de collectif. C'est pas une affaire individuelle, le numérique. C'est pas lui sait, moi je sais pas, etc. C'est est-ce qu'on pourrait pas savoir ensemble l'utiliser, et surtout pour en faire quoi? Moi j'entends souvent dans des organisations des patrons qui disent mais je comprends pas, ils râlent encore, on leur a donné des ordinateurs dernier cri, ils ont les smartphones dernier cri, ils ont tout ce qu'il faut et ça va encore pas. Oui mais qu'est-ce qu'ils en font ces trucs-là? Qu'est-ce qu'ils en font? C'est bien, moi je peux vous donner un vendredi soir une Porsche pour les rouler sur le périphérique à 50 km/h, vous allez utiliser 10% de l'outil, vous allez être très frustré, etc. Et là dans l'informatique c'est presque encore pire, c'est que non seulement je vous donne une Porsche, mais des fois je ne vous montre même pas les roues dessus. D'accord? Et quand on dit dans Chronos, on n'a pas tout pris, moi c'est une phrase que j'ai retenue. Quand j'ai énormément, alors c'est horrible, excuse-moi Loïc, mais j'ai ri dans les verbatims, alors franchement de façon, parce que je vous dis, mais c'est tellement vrai, etc. Parce que qu'est-ce qui ressort de l'étude de Loïc et ce que dit CDML, c'est on se dit, mais purée, mais c'est du bon sens. On le disait déjà il y a 20 ans, c'est du bon sens, pourquoi ça ne marche pas? Parce que justement, et j'en viens à ce point-là important, c'est qu'on ne tient pas compte de l'utilisateur final. On lui demande rarement son avis finalement, ou alors quand on lui demande à cet utilisateur final, on va faire un groupe de discussion, on va prendre ses quelques desiderata, et après on va développer la solution, mais sans des fois jamais le rappeler. Et en fait, on va lui ouvrir une solution qui à la fin fait qu'au lieu d'avoir RTT volant et RTT fixe, je vais avoir des abréviations, excusez-moi, mais des fois un peu tordues, etc. Parce que justement, on n'a pas tenu compte à la fin de la façon dont c'était utilisé, etc. Et je lisais notamment dans l'article, parce que je n'ai pas lu les 450 pages, je confesse, mais dans l'article, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on se dit, parce que moi je l'ai quand même regardé aussi en tant que patient, je veux dire, moi il y a des métiers où l'informatique, je me dis, bon, pose problème, ça ne m'empêche pas de dormir. Par contre, dans le domaine de la santé, j'aime bien que le personnel de santé, il pense à autre chose qu'à l'informatique quand il est avec moi et que je suis allongé dans un lit, quoi. Voilà. Donc je me dis, il faudrait quand même qu'ils aient l'esprit libéré, ces gens-là. Je pensais notamment à la gestion des lits. On se dit, mais c'est le b.a.-ba. Ben non, ils sont avec leur matériel personnel, etc. Et ça, c'est la difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des organisations de travail ne rougissent même plus pour dire à leur personnel, à leurs salariés, à leurs administrés, utilisez votre matériel s'il marche mieux que le matériel que nous fournit l'administration ou l'entreprise. On est quand même arrivé à quelque chose d'important. Alors pourquoi tout ça? Parce que justement, ce sont une chose importante qu'on demande, en tout cas à CFDT4, c'est justement qu'il y ait une négociation. Une négociation, c'est quoi? C'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut? Déjà, important, et le mot a été dit, c'est une stratégie. Il n'y a pas de stratégie aujourd'hui qui s'en fait. C'est pour ça qu'on est dans un environnement informatique et pas un environnement numérique, c'est qu'aujourd'hui on fournit juste un outil à quelqu'un, point barre, on ne se demande pas de savoir ce qu'il va en faire. Donc déjà qu'il y ait une négociation pour savoir, ce qu'on fait de ces outils-là, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la formation aussi des gens. Voilà. Parce qu'aujourd'hui on forme beaucoup à la technique, très peu aux usages. Ou alors on va donner des formations qui sont complètement hors sol. Isabelle le disait, voilà, nous aujourd'hui on fait des formations
Voilà, on va donner à ce que les gens vont faire tous les jours. Ça ne sert à rien d'être formé sur les tableaux croisés dynamiques si ce n'est pas le cas, etc. Parce qu'on le sait bien en formation, quelque chose qui n'est pas utilisé le lendemain de la formation est complètement oublié, complètement perdu. Donc ça ne sert à rien. Mais ça, où est-ce qu'on va le faire? Où est-ce qu'on va en discuter, etc. Parce que sinon, si ce n'est pas négocié au plus près, je dirais, de l'organisation, on va appliquer des solutions plaquées. On va appliquer la solution de l'hôpital 1 qui est peut-être très bien équipé avec des gens très bien formés. On va calquer sur le 2 et dire je ne comprends pas, ça ne marche pas. Ben non, parce que peut-être que le personnel du 2 n'a pas la même acquaintance avec le numérique, la culturation, etc. Donc c'est vraiment partir des besoins des gens. Et en tout cas, quelque chose qui est important aussi, c'est que c'est une négociation qui est continue. Moi, je suis toujours sidéré de voir dans certaines organisations des protocoles sont mis en place, des accords sont négociés. On trouve des accords, des fois, des accords de 2010, 2011, 2012. On est en 2023. Il y a eu combien d'iPhone qui sont sortis depuis 2011 ou 2012? Il y a eu combien de progrès qui ont été faits sur le matériel, etc. Et au point qu'on risque de créer véritablement une cassure sur ces personnes-là, c'est qu'on est quand même passé d'un état où le numérique était censé aider les gens. Aujourd'hui, les gens, le premier truc qu'on voyait dans le rapport, c'est que c'est devenu chronophage. C'est-à-dire que les gens, en fait, et on le voit de plus en plus, qu'est-ce que ça crée dans les organisations? Pourquoi ça crée de l'inefficacité? C'est qu'aujourd'hui, les gens, la plupart du temps, développent des stratégies de contournement. Voilà. Je ne peux pas rentrer telle chose dans l'outil, ça ne marche pas. Comment je vais contourner pour quand même remplir l'outil, mais quand même à l'arrivée faire mon boulot? Moi, je suis toujours étonné quand il y a quelqu'un qui se présente un jour à l'accueil de l'hôpital. La personne dit voilà, je suis venu il y a 15 jours. La personne regarde son ordinateur dit je ne vous trouve pas. On aurait fait ça avant l'ère informatique. La personne a dit écoutez, il y a eu un problème, on a perdu votre dossier, probablement papier, etc. Par définition, aujourd'hui, quand on ne vous trouve pas dans un système informatique, c'est que vous n'êtes jamais venu. C'est vous qui avez tort. Vous n'existez pas dans la machine, vous n'êtes pas. Et cette prédominance, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est que quand je dis que la technologie devient le pouvoir, c'est qu'aussi, à l'arrivée, il y a quoi? Il y a des soignants, il y a des patients, et il y a l'outil. Et qui gouverne qui là-dedans? Et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est que on n'a pas voulu, en gros, former les gens aux usages du numérique. On en a fait une utilisation très pauvre. On a découragé des personnes. C'est-à-dire que c'est très simple. Hein. Moi, je le vois dans beaucoup d'organisations. Je ne sais pas si c'est le cas dans Santé, mais dans d'autres organisations, c'est le cas. Quelqu'un que vous découragez sur le numérique au bout de 2 jours de formation, vous ne le récupérez jamais. Définitivement, il a acté que la technologie, ce n'était pas pour lui. Voilà. Alors en plus, s'il est senior, il est sûr que c'est un truc de jeune, que c'est pas fait pour lui, etc. Déjà déconstruire aussi ce discours-là. Hein. Moi, j'entends trop souvent de dire les jeunes sont à l'aise avec le numérique, les vieux de 45 ans non. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de jeunes qui savent poster une vidéo YouTube, mais ils ne savent pas faire le reste non plus. Parce qu'il faut être formé. Et moi, je le vois souvent, c'est que la première chose qu'on nous dit, c'est on nous donne un logiciel, on nous donne Office 365 avec Word, Excel, etc. On n'a jamais été formé. On n'a jamais été formé parce qu'on part du principe que vous savez le faire, etc. Donc je pense que là-dessus, il y a 3 mots importants, c'est la négociation sur les usages. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire véritablement? La deuxième chose, c'est le dialogue permanent. Ça, je pense que ça a été très très bien dit. Et nous, on revendique notamment le dialogue au sein de quelque chose qui existait dans l'accord QVT 2013, les espaces de dialogue professionnel. C'est des espaces où on doit parler aussi du numérique. C'est quelque chose d'important. Ne pas en faire non plus un numérique, comme je disais, décorrélé de l'activité réelle. Voilà. C'est d'abord l'activité réelle et ensuite on rajoute le numérique et pas le numérique qui pilote le réel. Et ensuite, de ne pas en faire un problème technologique. Ça, je pense que c'est important. On se fait très très vite englober là-dedans. Pourquoi? Parce que, je viens d'un cabinet de conseil, donc c'est un petit peu difficile pour moi de le dire, mais il faut être très clair aussi là-dessus, c'est qu'on a tendance des fois, dans certaines organisations, à déléguer cette partie de mise en place de logiciels, etc., à des cabinets externes qui ne connaissent pas forcément la réalité. C'est vrai qu'à on parlait dans la préparation de créer des équipes mixtes. Par exemple, ça c'est quelque chose qu'on revendique, créer véritablement des équipes mixtes. Et puis le dernier point que je résumerai en 3 points, formation. Et formation tout au long de la vie. Et ça c'est une problématique, j'insiste sur ce terme, et je conclurai là-dessus. On a un vrai problème de formation sur la population cadre. Dans beaucoup de populations, l'accent n'est souvent pas mis sur les cadres dans la formation. On considère qu'ils ont déjà un haut niveau de formation. Il est bac plus 5, 6, 7, pourquoi je vais encore les former? Le manque de temps pour le faire, c'est du gaspillage.
Alors on va faire des formations hors temps de travail. Ça va être des formations souvent qui vont être faites parfois entre cadres, mais il ne va pas y avoir de partage avec les autres membres de la communauté de travail, ce qui fait qu'on va rester chacun dans notre coin. Donc je pense que il y a vraiment quelque chose sur lequel on doit prendre la main et on ne doit pas agir plutôt que subir. Je pense que ça pourrait être le mot de ma conclusion. D'accord. Merci Jérôme. Des réactions? Oui, moi je veux bien rebondir parce que je ne suis pas sûre d'avoir été bien claire, mais sur mon propos, je suis complètement d'accord sur le fait que le numérique il doit être au service d'eux. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui subissent. C'est pas normal de subir le numérique. Le numérique, on a l'impression d'être dans 2001. L'ordinateur, il doit être à notre service. Ça doit nous apporter un plus. Ça transpirait dans ce que tu dis, rassure-toi. C'est pour ça que j'ai rebondi justement. Dans vos deux interventions, ce que j'ai aimé justement, c'est qu'on n'a pas parlé bécane, on n'a pas parlé machine, on n'a pas parlé technique, on a parlé au service d'eux, parce que d'abord, c'est des cadres de santé. C'est ça. Et ce que j'ai peut-être pas assez expliqué, c'est que ce que l'outil nous a apporté, notamment au cadre, c'est que là, on a d'un coup un outil avec une page où on se connecte, où on a toutes les infos essentielles de la journée, juste en un coup d'œil. Parce qu'ils ont travaillé sur cette première page, parce qu'ils ont exprimé leurs besoins. Voilà. Et ça révolutionne. C'est de la qualité de vie au travail plus. Quand on passe de 15 réunions de coordination avec 10 agendas différents à ça, forcément, on change radicalement l'environnement de travail. J'ai bien aimé aussi parce qu'en fait, finalement, la préoccupation, si on prend l'histoire du fameux bocal, quand on a un grand bocal et s'il n'y a pas trop de préoccupation, on est beaucoup plus créatif au service du patient. Si tu as la préoccupation qui te prend la moitié du bocal, tu vas gérer d'autres tâches et tu ne vas pas t'occuper finalement de ce qui est Donc l'idée, c'est quand même cette question quand même de regarder sur le moyen et long terme. Parce que si on se préoccupe du court terme, on va faire une formation en 3 heures qui finalement ne va pas être efficace parce qu'elle va coûter quand même de l'argent. Mais on va voir qu'il va y avoir une dégradation, voire une stabilisation finalement de l'usage, voire de l'utilisation du numérique. Et essayons d'investir et de voyons un peu sur le moyen et long terme, parce que ça sera toujours plus bénéfique, puisque ensuite, après, il y aura des marges de créativité, de liberté chez les professionnels, qui seront beaucoup plus efficaces dans leur quotidien. Et puis à nouveau, même si on parle là d'un sujet numérique, au bout de nos préoccupations, en tout cas ici, c'est quand même la santé. Et comme tu dis, on investit. On ne dépense pas, on investit. C'est ça le mot important aussi. Dans ce domaine-là, c'est vraiment de l'investissement. L'investissement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'il y a une rentabilité derrière, il y a quelque chose qui va sortir. Ce n'est pas une dépense. Moi, j'entends toujours, en tant qu'administré, des dépenses publiques. Non, l'investissement public. Et le côté ergonomique, je te rejoins, il est essentiel. Et il faut peut-être des fois investir sur peut-être des logiciels qui coûtent plus cher, mais qui sont très très ergonomiques et avec pas trop de fonctions finalement, mais qui soient bien maîtrisés sur les différents niveaux, plutôt que de vouloir avoir une machine de guerre, comme tu disais, où tu peux faire tableau dynamique croisé en 3 dimensions avec lunettes et intelligence artificielle par derrière. Et finalement, si on n'utilise que 2% en fait, de la solution, ça ne va pas marcher non plus. Donc, il faut quand même un minimum de base pour que ça fonctionne, avec des possibilités qui laissent de la créativité, mais pas non plus une machine de guerre qui va finalement servir à rien. En tout cas, on voit bien à quel point c'est un enjeu pour demain, parce que, tu l'as dit Jérôme aussi en santé, n'oublions pas qu'à l'hôpital, l'ordinateur sert aussi à la traçabilité des soins et aujourd'hui est une obligation. Et effectivement, les soignants aujourd'hui ne peuvent pas passer une journée sans avoir été confrontés à l'ordinateur. Et il faut effectivement pouvoir leur permettre de s'acculturer, les mots que tu as dit, de se former tout au long de ces outils qui sont à leur service effectivement pour demain. Mais écoutez, est-ce que vous avez des commentaires à rajouter? Stéphane, Dubu? Oui, alors moi je m'interroge aussi un petit peu sur, alors c'est peut-être pas à notre niveau que ça se joue, mais au niveau peut-être des pouvoirs publics, parce que quand vous allez d'un établissement à l'autre, il y a un dossier de soins A, dans l'autre établissement il y a un dossier de soins B, alors c'est les éditeurs qui se gavent, parce que ça coûte très très cher.
On pourrait poser la même question pour tout ce qui est autre logiciel, hein, gestion du temps, enfin tout, on pourrait passer tous les logiciels. Et donc moi je m'interroge un petit peu sur ce truc-là. Par exemple là on a une version de Chronos, la 8.7, on doit passer à la version 10 en mode GHT. Et bien là finalement l'éditeur il nous dit on recommence tout à zéro. Donc ça veut dire qu'on doit tout ressaisir alors que c'est le même logiciel, mais là il faut tout recommencer. Et si on veut qu'il nous aide, il faut mettre la main à la poche, machin, etc. Donc moi je me pose cette question-là, mais bon, c'est pas à notre niveau à nous. Vous voulez intervenir ? Non, je vous rejoins complètement. J'avais posé la même question à l'ARS, chargée de ceux qui portent justement le Ségur du numérique. Là, c'est vraiment des volontés politiques qui nous dépassent. De dire on choisit telle solution pour l'ensemble des hôpitaux de France ou des EHPAD de France, ça nous dépasse. En tout cas, il y a la question de l'agilité du numérique. On a vu aussi dans les hôpitaux récemment que Microsoft avait rendu payant en forme, limitant son usage de façon drastique. Voilà un outil qu'on commençait à utiliser au quotidien, qui allait nous servir pour des questionnaires, pour des études d'enquête de satisfaction. Et du jour au lendemain, on a dû arrêter sous le fait de Microsoft. Ces questions numériques, il y a aussi les questions qu'on a abordées rapidement. Il y a toute la question du droit à la déconnexion qui va être important aussi dans l'usage. C'est-à-dire comment offrir à nos collègues cadres et de proximité cette capacité à pouvoir interagir assez rapidement, pouvoir utiliser les outils au quotidien. Plein de questions en tout cas que la CFDT Cadre a déjà abordées dans ses guides, que nous vous mettrons également en ligne, comme le négocier le télétravail, le flex office et le droit à la déconnexion, qui sont des points importants au travail. Eh bien, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura apporté des réflexions et nous invitons à diffuser un maximum ces moments et de réagir également sur la page de la Facebook et également sur Wimo directement de la CFDT Santé Sociaux. Et nous vous disons à bientôt pour un prochain webinaire consacré au personnel d'encadrement et de management. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, merci.